Moins de 4 Français sur 10, moins de 4 sur 10 font encore confiance à la presse de grand chemin. Face à ce discrédit massif et devant le succès de la presse alternative, les médias mainstream mènent une guerre totale pour se réapproprier le récit. Ils imposent leur doxa, leur vision mensongère, ils étouffent les voix dissidentes et verrouillent l'information. Dans cette bataille, TV Liberté, première chaîne audiovisuelle alternative de France, subit tous les coups. Coupure de notre chaîne YouTube par le passé, fermeture récente de nos comptes bancaires, invisibilisation systématique. Sur ordre, nous sommes traités par les banques comme des sous-citoyens et nous sommes aussi confrontés à l'injure, à l'omerta et à l'exclusion des débats publics. Mais on ne se tait pas, on ne se vend pas, on informe. Pas de pub, pas de subvention. Pas d'actionnaires, mais 1 million d'abonnés sur YouTube, le double, 2 millions sur les réseaux sociaux et 250 millions de vues en quelques années. Et puis vous les donateurs, vous tous, et une équipe soudée qui enquête, qui documente, qui raconte ce que personne d'autre ne raconte et qui a acquis en 12 ans le sérieux et la crédibilité pour se démarquer du lot commun. Cette liberté a un prix. Pour continuer à produire des enquêtes, des documentaires, des émissions longues pour tenir tête à ces géants, pour sortir financièrement du rouge et bétonner le budget 2026, TV Liberté a besoin de vous. Chaque don, chaque soutien est une arme contre la censure et les dictates, une pierre à l'édifice de la vérité, celle qui rend libre et du véritable pluralisme. Avec votre soutien, délivré du contrôle des banques, mais aussi de l'État, des oligarques, des annonceurs, nous avançons encore et encore. On ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste, parce que la liberté coûte moins cher que la servitude. Aidez-nous. Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver ce soir. Au programme de cette édition, Volodymyr Zelensky en visite à Paris pour sortir la tête du scandale de corruption qui secoue l'Ukraine. Alors que plusieurs proches du président sont mêlés à des détournements de fonds de plusieurs centaines de millions, Emmanuel Macron juge l'heure propice pour lui proposer des rafales et des subsides. Nous reviendrons ensuite sur la décision du gouvernement allemand de faire drastiquement chuter les coûts de l'énergie pour sauver son industrie, de quoi léser l'Europe et la France. Et puis le président de la République tentait aussi de briller sur la scène entrepreneuriale avec le sommet Choose France, une autre mascarade d'Emmanuel Macron. Paris, terre de repli pour Zelensky. Alors que l'Ukraine est en prise avec un scandale de corruption touchant le plus haut de l'État, le président est en France pour rencontrer son ami Emmanuel Macron et signer une déclaration d'intention sur des rafales français. D'un premier texte qui est un accord de coopération entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Ukraine pour la réalisation de projets prioritaires dans les secteurs stratégiques pour la résilience et la reconstruction de l'Ukraine. Ce texte a déjà été signé. Les Français paient pour la corruption en Ukraine, alors que son pays est englué dans un scandale de détournement de fonds. Volodymyr Zelensky et son costume sont à Paris pour faire le marché avec Emmanuel Macron. Cet accord prévoit ainsi un renforcement de la coopération bilatérale, immédiat et sur les 10 prochaines années, avec l'acquisition de capacités décisives à très court terme. Drones, intercepteurs de drones, bombes guidées, et des engagements de production d'ici à la fin de l'année et sur les 3 années qui viennent. Et puis l'acquisition jusqu'à 100 Rafales, nos chasseurs de dernière génération, avec leur armement complet. Des armes et une centaine de Rafales, une nouvelle étape franchie en parole qui place un peu plus la France dans le viseur de la Russie, alors même que ces déclarations ne devraient pas vraiment être suivies des faits. Car loin d'un accord en bonne et due forme, la rencontre de Zelensky et Emmanuel Macron a en réalité théâtralisé la signature de déclarations d'intention. Il n'en reste pas moins que l'on s'étonne de voir le président français annoncer le vol en escadrille de milliards pour l'Ukraine, alors même que l'Assemblée nationale devise pour réduire le déficit abyssal du pays. Une interrogation encore plus insistante à l'heure du scandale de corruption que l'économiste Olivier Delamarche résumait bien dans l'émission Alerte Générale. J'arrive pas à imaginer qu'on puisse comme ça
envoyer dans un pays qui est notoirement corrompu jusqu'à l'os comme l'Ukraine, qu'on puisse envoyer des milliards et qu'il n'y ait pas de rétrocommission. C'est pas vrai. Une corruption qui semble s'imposer désormais dans le débat politique donc, car si les médias français préfèrent encore tourner en boucle sur la 9e visite de Volodymyr Zelensky à Paris, les médias ukrainiens sont davantage alignés sur la voie populaire. Ainsi, de plus en plus de protestations s'élèvent après les révélations du scandale de corruption de plusieurs centaines de millions d'euros touchant des entreprises publiques du secteur énergétique, notamment Energoatom. Une affaire qui passe assez mal dans une population qui souffre précisément des frappes russes sur ce secteur et qui comprend donc qu'au lieu de consacrer des budgets à la sécurisation des infrastructures, certains dirigeants ukrainiens préfèrent se remplir les poches. Au cœur de l'affaire, un certain Timur Mindich à la tête de la société de production fondée par Volodymyr Zelensky quand il était comique troupier. Mais pas seulement. Il y a également le ministre de la Justice et ancien ministre de l'Énergie, German Galutchenko, ainsi que la nouvelle ministre de l'Énergie, Svitlana Grinchuk. Ils ont tous les deux démissionné. Mindich a pour sa part déjà fui loin de l'Ukraine, probablement en Israël, à peine quelques heures avant que les autorités ne perquisitionnent son appartement. Certaines voix affirment aussi que Roustem Umerov, ancien ministre de la Défense et actuel négociateur de paix avec la Russie, serait également mêlé à l'affaire, selon les enregistrements de Mindich. Alors qu'il était parti en Turquie pour discuter de la libération de prisonniers ukrainiens, Umerov aurait en effet décidé de faire un détour par le Qatar qu'il ne voudrait désormais plus quitter. Le président Macron a donc une nouvelle fois décidé de mettre à contribution les Français pour l'appareil d'État ukrainien qui vient pourtant de montrer une nouvelle fois ses petites faiblesses. L'Allemagne va s'affranchir des règles énergétiques qu'elle a elle-même imposées à l'Europe. Le gouvernement fédéral vient en effet d'annoncer d'importantes subventions pour faire baisser le coût de l'énergie pour son industrie. Décryptage de Nicolas de Lamberterie aux côtés de Pierre-Yves Rougeron. Diviser par 2 ou 3 le coût de l'énergie de l'industrie allemande, tel est le plan que vient d'annoncer le chancelier fédéral Friedrich Merz dans l'espoir de sauver son industrie lourde qui s'effondre à vitesse grand V. En effet, avec une énergie devenue beaucoup trop chère en raison de la guerre en Ukraine et des mécanismes aberrants du marché européen de l'énergie, l'industrie allemande s'écroule brutalement depuis 2022 et le miracle allemand, auquel on prête peut-être trop souvent des vertus surnaturelles, s'effondre sous nos yeux. La mesure, qui est censée être temporaire, d'une durée de 3 ans, a été négociée avec la Commission européenne et coûtera entre 3 et 5 milliards d'euros au budget fédéral allemand. Un coût non négligeable, certes, mais qui ne pèse sans doute pas autant que le coût économique de la fermeture d'usines et de la disparition de bassins d'emploi, et que le coût politique, qui a fait bondir les nationalistes de l'AfD de 10 à 25% en 3 ans. Or, il faut rappeler que le marché européen de l'énergie, qui aboutit à des situations absurdes, telles que l'augmentation du coût de l'eau chaude en Suède, lorsque les éoliennes allemandes n'ont pas assez de vent pour tourner, a été mis en place pour satisfaire les demandes et besoins allemands de coupler le prix de l'électricité et du gaz. Selon Pierre-Yves Rougeron, qui a étudié en profondeur les mécanismes bancaires et énergétiques mis en place dès les années 1970, ce n'est qu'une étape de plus de la destruction systémique des avantages compétitifs majeurs dont bénéficiait la France. Il faut bien comprendre que ces affaires énergétiques sont à replacer dans une stratégie. Depuis 1974, la France indemnise l'Allemagne quand elle a un avantage compétitif sur elle. Il fallait indemniser l'Allemagne parce que la France avait fait l'effort de se doter de l'énergie la moins chère d'Europe par son parc électronucléaire imposé à Giscard par les gaullistes. Comme l'Allemagne n'a pas réussi à faire l'équivalent, il fallait l'indemniser au nom de l'idée européenne et du couple franco-allemand. On a d'abord commencé à indemniser l'Allemagne dans l'espoir progressivement de liquider EDF, comme l'ont d'ailleurs bien rappelé différents patrons d'EDF. Donc, dans cette logique d'indemnisation, on a indexé progressivement, pour ne pas que la France ait cet avantage compétitif,
on a indexé les prix de l'électricité sur ceux du gaz. Ensuite, va se rajouter à cette humiliation substantielle l'européisme et l'euro-écologisme. Pourquoi ? Parce que le pivot de la vie politique allemande va progressivement devenir d'abord d'un outsider, puis d'un parti central, les Grünen, qui vont réconcilier toute la classe politique allemande, CDU, CSU comprises, sur le fait de sortir du nucléaire, ce qui fera l'action d'Angela Merkel. À partir de ce moment-là, on va d'autant plus subventionner l'électricité allemande faite à partir d'éoliens et de solaire, qu'on va accepter de payer plus cher, et on va demander à la France de vendre à bas prix à l'Allemagne son électricité dite sale, qui est l'électricité nucléaire. Donc la France va subventionner l'économie allemande, et ensuite vous allez avoir le mécanisme européen de création de fausses concurrences, qui fait que en plus, on va multiplier le prix aux particuliers. Pourquoi ? Parce que ce sont des prix indexés sur le gaz et qu'on se frite volontairement avec la principale puissance gazière, qui est la Russie. Et de l'autre côté, parce qu'on est obligé de faire bouffer une camarilla de fausses entreprises créatrices d'électricité. Voilà dans les grandes lignes ce qui se passe. Alors pourquoi l'Allemagne est obligée de sortir d'un système qui a été fait par elle, pour elle, à son unique profit. Tout simplement parce que l'Allemagne pensait qu'elle pouvait garder son écologisme, qu'elle pouvait le faire payer à la France en la pillant, enclencher la guerre d'Ukraine comme elle y a participé et que les Russes finiraient par plier et par maintenir ce qui était le cas de Nord Stream, de faire de l'Allemagne le hub gazier qui lui aurait permis d'être à la fois le flic de quartier des Américains et le hub gazier des Russes au grand désespoir des autres puissances européennes. Ce rêve allemand se termine et donc l'Allemagne va subventionner son industrie qui est en train de s'effondrer du fait de ses choix géopolitiques et de rien d'autre. L'économie n'étant, comme le rappelle souvent Charles Gave, que de l'énergie transformée. Et si la France essaye de faire de même, tous les alliés de Berlin, car je vous rappelle qu'il y a des conseillers allemands dans nos propres ministères de l'écologie et de la transition, comme Fabien Bouglet l'a découvert et l'a dit, et c'est grâce à des gens comme lui, médias sociaux et lanceurs d'alerte, que des médias de grand chemin ou alternatifs furent contraints de parler de cette réalité qui en fait nous plonge dans 40 ans de trahison. Et il y a urgence pour l'Allemagne à sauver ce qui peut l'être, étant donné que son effondrement industriel actuel pourrait bien être le prélude à un autre affaissement encore plus brutal à moyen terme, celui de l'un de ses piliers économiques et industriels, et même de son prestige, à savoir l'automobile allemande, amenée d'ici peu de temps à se faire balayer par l'industrie de l'automobile électrique chinoise. D'où l'empressement de Berlin de sauvegarder autant que puisse se faire son industrie lourde et à se reconvertir avec Rheinmetall dans l'industrie militaire. Pendant ce temps, de l'autre côté du Rhin et des Vosges, Emmanuel Macron annonce des commandes industrielles militaires qui n'ont jusqu'à présent été suivies d'aucun fait. En parallèle de cela, le président de la République s'empresse de promettre à l'Ukraine nos meilleurs avions, et à nos frais, et liquide les ultimes joyaux de la couronne avec l'annonce probable à venir du partage du bouclier nucléaire français. Pendant ce temps, l'Allemagne va donc se refaire une santé en se redonnant un avantage compétitif majeur avec la complicité de Bruxelles et de Paris. Pipeau diplomatique et pipeau économique. À l'occasion du sommet dit Choose France, Emmanuel Macron a tenté 8 ans plus tard de rejouer le coup du Chopin de l'économie après le Mozart de la finance. L'issue sera la même. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Je pense que ce qu'on a fait depuis 8 ans fonctionne. On a augmenté l'attractivité, on a baissé le chômage, on a une des plus fortes croissances d'Europe, les chiffres de ce trimestre le montent encore, la moitié de la croissance de la zone euro, c'est la France. On a augmenté le taux d'activité, baissé le chômage des jeunes, etc., etc. Donc les résultats sont là. On a endigué, stoppé 12 ans de désindustrialisation. Et on commence à remonter. Dans un monde parallèle, alors que les indicateurs sont au rouge et que l'impasse institutionnelle provoquée par sa dissolution participe largement du chaos économique, Emmanuel Macron a fait son petit coup de com' vendredi en hors d'œuvre de la 9e édition du sommet Choose France qui débutait ce lundi. Cette grand-messe de l'attractivité économique pour la première fois dans une version française invite 150 à 200 entreprises tricolores à, je cite, célébrer
leurs investissements sur le sol national. Pour l'occasion, Bercy promet des annonces mirobolantes. 30,4 milliards d'euros au total, dont 9,2 pour des projets considérés comme totalement nouveaux, répartis dans 151 initiatives touchant énergie, santé, numérique et agroalimentaire. Des chiffres qui font écho au record de 20 milliards en mai dernier, avec des cas concrets comme les 700 millions de Sanofi sur 2025-2026, les 450 de Safran pour une usine de frein carbone dans l'Ain ou les 60 millions d'Urgo pour une nouvelle usine dans la Loire. Mais derrière cette vitrine ronronnante, l'événement sonne comme une mascarade pour une France économique et politique en pleine tourmente. Emmanuel Macron le sait, et il a donc rejoué sa pensée printemps de 2017. Ne cédez pas aux passions tristes, ne cédez pas à la morosité, ne cédez pas à quelques fatalités. On a tout dans nos mains, tout. On est un pays fort, on est un pays qui a des talents, qui a des territoires variés, qui produit dans tous les domaines du jeu. Il faut juste qu'on continue de s'organiser comme on le doit et qui regarde le cap, les résultats. Et on peut le faire parce qu'on l'a fait. Et on peut le faire parce que, je le vois, vous avez faim et vous avez envie. Et moi avec vous. Un discours vide de mobilisation managériale, voilà ce qu'a produit 8 années de macronisme. Côté réalité, le baromètre BPI France d'octobre révèle un effondrement. Seulement 39% des dirigeants de PME et TPE prévoient d'investir en 2025, contre 45% en septembre, le plus bas depuis la crise sanitaire. Côté patronal, le MEDEF dénonce, lui, une erreur fatale avec la suppression de la réforme des retraites et les hausses d'impôts potentielles, tandis que la CPME alerte sur la désindustrialisation rampante, avec plus de 5000 emplois détruits dans les petites usines entre 2023 et 2024, avec des fermetures surpassant les ouvertures pour la deuxième année consécutive. La croissance patine à 0,7% en 2025, plombée par une dette publique à 112% du PIB et un déficit à 5,5%, avec des tensions budgétaires qui menacent les aides à la réindustrialisation. La concurrence chinoise et les surtaxes douanières américaines de 10% exacerbent la brutalité des échanges, comme l'admet Emmanuel Macron lui-même. L'édition 2025 de Choose France, tournée vers les Français par défaut, les étrangers boudant, un pays instable, masque mal l'échec à attirer des capitaux frais. C'est un appel à l'aide déguisé en cocorico où le gouvernement flatte les courageux investisseurs pour masquer son impuissance. Cette édition France est un véritable théâtre d'ombre avec des tables rondes fermées à la presse et un dîner à l'Élysée pour 200 grandes entreprises. Dîner pour lequel les grands patrons ont majoritairement préféré se faire représenter. Pas à la fête. Auprès du grand patronat, Emmanuel Macron doit aussi composer avec les petites entreprises, chez qui la colère grimpe également. Un échec sur toute la ligne, mais là encore, une pirouette est possible. Accuser les Français. Donc on est dans une situation qui est certes imparfaite, mais qui a été voulue par les Françaises et les Français. Parce qu'on ne peut pas mener une politique si elle n'est pas soutenue par la majorité, dans une démocratie. Et donc, il faut trouver ce chemin, mais ce chemin aussi, il faut l'éclairer à l'aune de ce qui est fait, des résultats obtenus, et en regardant ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et partons à présent en compagnie de Renaud de Bourleuf pour l'actualité en bref. Victoire de la liberté d'expression contre Laurent Nunez. Vendredi 7 novembre, l'Institut Iliade a obtenu satisfaction auprès du tribunal administratif de Paris, près de 3 ans après l'interdiction préventive d'un colloque organisé en hommage à Dominique Vénère, historien décédé 10 ans plus tôt. Romain Petitjean, directeur du développement de l'Institut Iliade, revient sur cette victoire sur Laurent Nunez, aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Nous venons de faire condamner l'État, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, représentant l'État, pour avoir interdit de façon inique notre colloque consacré à Dominique Vénère, un historien qui a reçu le prix de l'Académie, auquel nous souhaitions rendre hommage, et qui a été interdit car pouvait se tenir des propos contraires à l'ordre public immatériel. Donc c'est une notion nouvelle qui est en train de s'imposer. Si vous renversez une poubelle dans la rue, vous lui mettez le feu, on voit très bien le désordre matériel que vous pouvez faire. L'ordre public matériel, ce sont des propos, ce sont des idées qui désordonneraient la paix que nous connaissons évidemment tous en France et en Europe. Et cela se fait de façon
anticiper, un peu comme dans la nouvelle de Philippe Cadic, Minority Report, qui évoque la notion de pré-crime, pourraient se tenir des propos et donc de façon anticipée, nous allons arrêter les criminels qui pourraient tenir des propos et donc nous interdisons cet événement. C'est cette manœuvre-là que nous venons de faire condamner. C'est donc une défaite sèche pour l'État et quelque chose qui est extrêmement important pour la défense des libertés publiques en France. Malgré cette victoire qui pourrait avoir des suites, il faut rappeler que Laurent Nunez avait appliqué la circulaire Darmanin, toujours en vigueur aujourd'hui. Là, nous venons de gagner une victoire contre le préfet dans son application de la circulaire Darmanin. Mais cette circulaire Darmanin, elle existe toujours. Et il va y avoir d'autres victimes parmi des médias de droite, par exemple, parmi des personnalités, des journalistes, des influenceurs, des hommes politiques, des partis politiques qui vont être victimes de la possibilité technique de la circulaire Darmanin qui est d'interdire pour des idées de façon anticipée. Donc le combat pour nos libertés d'expression, les libertés publiques est loin, loin, loin d'être terminé. La procuration dématérialisée est désormais acquise. Le gouvernement français, sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur, a adopté un décret généralisant la dématérialisation complète des procurations de vote pour tous les scrutins à compter de ce mois de novembre. Avec le portail Ma Procuration et l'application France Identité, il est désormais possible d'établir ou de résilier une procuration entièrement en ligne, sans aucun déplacement, à condition de posséder une identité numérique certifiée. Cette certification s'obtient après téléchargement de l'application, lecture NFC de la nouvelle carte d'identité et validation rapide en mairie sans rendez-vous. Expérimentée avec succès lors des élections de 2024 avec plus de 100 000 procurations intégralement en ligne, cette évolution simplifie l'accès au vote par procuration à l'approche des municipales de mars 2026. Elle présente également un risque de donner un aspect trop numérique, voire virtuel au vote, ouvrant la voie à des piratages, des ventes de voix et surtout une déconsidération du vote par un accroissement des suspicions. Le pognon de dingue s'envole en Macronie. Après les recettes fondues sous l'ère Bruno Le Maire à Bercy, c'est à présent les recettes de la TVA qui se sont envolées. Le ministère de l'économie vient de lancer une mission d'urgence pour retrouver jusqu'à 10 milliards d'euros de cette taxe sur la consommation non perçue. Ce sont quelques 5 milliards en moins que sur le budget révisé par l'ancien Premier ministre François Bayrou. Le manque à gagner serait lié à des omissions déclaratives, des erreurs ou des fraudes, notamment sur les petits colis importés. Ce lundi, l'Assemblée nationale, après l'examen du budget 2026, passe donc au crible le budget 2025 via le projet de loi de fin de gestion. Et on poursuit avec le reste de l'actualité, cette fois à l'international. L'impasse vient de Tel Aviv. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé son opposition intransigeante à la création d'un État palestinien, malgré les signaux positifs émis par son soutien américain Donald Trump. Dimanche, lors du Conseil des ministres, le chef du gouvernement israélien a réaffirmé l'opposition de sa coalition à un État palestinien sur quelque territoire que ce soit. Pressé par son aile droite, il rejette toute leçon en la matière. Le texte américain révisé pour endosser le plan de paix de Trump à l'origine du cessez-le-feu fragile en place depuis le 10 octobre évoque pourtant un chemin crédible vers l'autodétermination palestinienne via une force de stabilisation internationale et un comité de la paix présidé par le président américain jusqu'en 2027. Des ministres israéliens menacent de faire chuter le gouvernement si cette idée progresse, tandis que le Hamas dénonce lui un mandat colonial. Cette crispation complique les efforts de reconstruction de Gaza et ravive les tensions alors que plusieurs pays ont reconnu l'État palestinien. L'ONU espère de son côté un compromis pour consolider la trêve. Un épisode inattendu dans le feuilleton Epstein. Dimanche, le président des États-Unis, Donald Trump, a appelé les élus républicains à voter pour la publication du dossier de l'homme d'affaires pédocriminel Jeffrey Epstein. En effet, la Chambre des représentants doit examiner cette semaine une proposition de loi qui forcerait le ministre de la Justice à publier le reste du dossier. Or, depuis plusieurs semaines, les rumeurs évoquent des liens compromettants entre Donald Trump et Jeffrey Epstein qui seraient dévoilés dans certains mails. Le président des États-Unis fustige une supercherie orchestrée par les démocrates et affirme que la publication du dossier permettra de le blanchir. Par ailleurs, Donald Trump a affirmé 2 jours plus tôt qu'une enquête fédérale devrait être menée sur la relation entre Jeffrey Epstein et certaines personnalités démocrates, dont l'ancien président Bill Clinton.
En pleine COP30, déjà des problèmes pour l'organisation de la COP31. Ce lundi, le Premier ministre australien a rejeté la proposition de la Turquie de co-organiser le sommet de l'ONU sur le climat de 2026. Les deux pays sont candidats pour cette édition. Pendant ce temps, l'organisation de la COP30, qui se tient au Brésil jusqu'à vendredi, est déjà contestée par les habitants. Des manifestants ont forcé et bloqué l'entrée du site de la COP. Les Amazoniens veulent faire savoir que leur territoire n'est pas, je cite, la carte postale que le gouvernement brésilien montre et appellent à prendre en compte ce qu'ils présentent comme les vrais problèmes, à savoir les compagnies minières et l'agrobusiness qui détruisent leurs terres et leurs forêts. Communisme ou conservatisme. Au Chili, le premier tour de la présidentielle a qualifié dimanche la communiste Janette Jara et le conservateur José Antonio Kast pour le second tour prévu le 14 décembre avec 26,71% des voix contre 24,12%. La candidate de la coalition de gauche au pouvoir arrive donc en tête, mais les sondages prédisent sa défaite face au report des voix de l'opposition. La campagne, marquée par un scrutin obligatoire et de longues files d'attente, a été dominée par l'explosion de la criminalité avec un taux d'homicide multiplié par 2,5 en 10 ans, des enlèvements en hausse de 76% depuis 2021 et une explosion de l'immigration, notamment vénézuélienne. Janette Jara, 51 ans, ancienne ministre du Travail, promet un contrôle migratoire renforcé et la sécurité pour boucler les fins de mois face à la flambée du coût de la vie. Kast, 59 ans, fils d'un ancien soldat allemand, brigue un mandat en s'engageant à reconstruire le pays après l'échec constitutionnel de Gabriel Boric. La gauche sud-américaine pourrait donc connaître une nouvelle déroute après des échecs en Argentine et en Bolivie. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Politique et Éco. Pierre Bergerot reçoit Jean-Baptiste Léon, directeur des publications chez Contribuables Associés, pour évoquer les secrets de la faillite française. Alors l'iceberg financier, il est devant nous, mais on n'est pas rentré dedans encore. Donc ça veut dire qu'il y a encore des marges de manœuvre et qu'on peut l'éviter. Un iceberg financier, ça voudrait dire que, par exemple, prenons l'exemple de la dette. La dette, c'est ce qui nous pèse le plus quelque part, parce que tous nos déficits, toutes nos dépenses publiques inutiles s'accumulent et créent cette dette. Et cette dette, en fait, elle est importante, hein, c'est 3 400 milliards d'euros, vous l'avez dit, et surtout il y a la charge de la dette, c'est-à-dire le service de la dette, on l'appelle comme ça aussi, c'est-à-dire c'est les intérêts. C'est les intérêts de la dette qu'on paye chaque année. 66 milliards cette année. Oui, et puis ça ne va faire qu'augmenter. On va dépasser les 100 milliards avant 2030. Demain, mardi, à partir de 7h, découvrez notre nouveau Zoom avec l'écrivain Philippe Collin-Olivier sur son dernier roman « À cordes et à cris », un polar à la San Antonio. C'est à présent la fin de ce journal. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain. Bonsoir.